Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. J'étais en train de peindre et puis l'esprit me dit de revenir parler, me demande de parler, donc je me suis dit je vais refaire une vidéo, là, la nuit est en train de tomber, donc je suis un peu en lumière artificielle. Et je ne vais pas trop parler de spiritualité, je vais parler de quelque chose qui peut-être vous intéresser, c'est très matérialiste, c'est très matériel. C'est les règles de la négociation. Alors, vous connaissez déjà peut-être ces règles. Les négociations, on doit négocier, des fois on doit négocier avec nous-mêmes, on doit négocier avec notre ego pour que notre ego puisse accepter de faire des sacrifices pour permettre de pouvoir grandir, de pouvoir sortir de notre zone de confort. Mais en général, il y a toutes sortes de règles de négociation qui s'appliquent dans tous les commerces, dans toutes les transactions. Il y a quelques règles de base, de principes, si vous les connaissez déjà, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. La première règle, c'est de parler moins et d'écouter plus dans toutes les transactions. La deuxième règle, c'est de ne pas faire des affaires rapides, toujours prendre le temps de tout analyser pour bien comprendre les choses. La troisième règle que je veux exprimer, c'est de ne jamais négocier, à moins d'y être obligé. Si on peut obtenir ce que l'on veut sans avoir à négocier, pas besoin de négocier. Donc il ne faut pas négocier à moins d'être obligé. La quatrième règle, c'est de ne pas négocier avec soi-même. Si on veut obtenir quelque chose, il ne faut pas compromettre ce que l'on veut pour rendre service à quelqu'un d'autre ou pour satisfaire les négociations. La règle d'après, la cinquième règle, c'est de ne pas faire la première offre, si on le peut, si c'est possible, il ne faut pas faire la première offre. Après ça, la règle d'après, c'est de ne pas accepter la première offre. Parce que s'il y a une offre qui est faite, il y a toujours un moyen de négocier au-delà de ça. Et puis finalement, c'est de ne jamais révéler jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir ce que l'on veut. Voilà, c'est des règles qui peuvent s'obtenir dans toutes les négociations commerciales, hein, de toute manière, mais c'est aussi dans la diplomatie, dans toutes ces choses-là. Hein, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je vais tirer quelques cartes, là, je vais poster ces vidéos de manière chronologique de toute manière, hein, j'ai un petit peu d'avance parce que là il y a tellement de choses qui se passent, Spirit m'explique que bon, je vais bientôt m'installer en France avant de pouvoir voyager dans le monde, je vais pouvoir m'installer en France de manière confortable, donc c'est très agréable. Derrière moi c'est un tableau qui s'appelle Transition, hein, c'est un tableau relativement abstrait qui représente une sorte au-delà des étoiles, quand toutes les étoiles fusionnent, c'est un tableau qui m'a pris des années, ça m'a pris plusieurs années pour intégrer la signature là-haut. Alors je vais parler d'art un petit peu après, hein, parce que bon, ça c'est des tableaux très puissants quand même, hein, c'est un peu une nature abstraite. Moi j'étais formé sur la nature par des expressionnistes américains à Los Angeles. Mon beau-père et ses amis qui étaient d'une génération qui étaient plus âgés que moi, étaient tous des peintres, des sculpteurs post-expressionnistes, disons, américains. Et donc j'étais formé à ça. Et quand je parle de renaissance, c'est parce que mes tableaux ne ressemblent pas forcément à la renaissance italienne, hein, mais enfin c'est une renaissance pour revenir à un côté mystique. La renaissance était basée sur le mysticisme. La plupart des tableaux de la renaissance sont basés sur... Il y a très peu de tableaux qui sont profanes, hein. Il y en a certains, c'est pas désagréable non plus, c'est peut-être ceux-là qui sont le plus recherchés par les collectionneurs. Il y en a beaucoup qui sont religieux, qui est le Christ, la Vierge, mais ça c'est pas ce que les collectionneurs recherchent le plus. La plupart des collectionneurs de peinture ancienne recherchent les tableaux mythologiques, les scènes mythologiques, les moins violentes possibles, mais bon, il y a tout ce dynamisme dans le... Donc je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir un petit peu, vous donner les conseils pour la journée. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire la roue tourne, hein. Quand la roue est en bas, elle remonte, c'est la carte des miracles, c'est la carte de tout est possible. Une fois qu'on a adressé ce qu'on a besoin d'adresser à l'intérieur, toutes les choses s'alignent naturellement et la roue tourne. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'enfant de monde, on doit s'amuser, on doit pouvoir jouer, c'est le joueur. Il va falloir jouer, il va falloir célébrer la vie, on n'est plus dans on a passé l'état de devoir passer par ces états de frustration, c'est toutes ces choses qui doivent être confrontées, une fois qu'on les a confrontées, elles ne sont plus là, donc il y a toutes sortes d'une libération qui arrive à ce niveau-là, on pourra recommencer à jouer, moi je suis très content. Ce que l'on doit faire, c'est le soleil, c'est magnifique, le soleil dans le tarot représente le meilleur de tout. Ici, c'est Toutankhamon, c'est l'amour romantique, c'est l'argent, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est toutes ces choses, hein, qui sont là. Et l'aboutissant, c'est l'équanimité, le 2 de cristal, c'est-à-dire pouvoir s'élever au-dessus des émotions. Il ne faut pas se laisser emporter dans les vagues des émotions. Les émotions sont des catalyseurs, elles sont là pour nous apprendre des choses, mais on doit pouvoir s'élever au-dessus des choses dans la sphère de la lucidité, au-dessus des émotions, qui nous permettent de rester au-dessus des choses et pas se laisser... La raison doit l'emporter sur l'émotion.
Donc voilà, bon, je suis très passionné par l'art, hein. Je voulais dire, bon, bah, c'est cette renaissance, on va bientôt pouvoir mettre ça en activité, hein, toutes sortes d'art qui ressort avec plus de symbolisme, et je pense pouvoir reprendre dans ma peinture, dès que j'ai un atelier, faire des grandes toiles qui reprennent le côté mystique, hein, parce qu'il y a tout un côté mystique, mais aussi tous les grands sujets de la Renaissance, reprendre mon style, c'est-à-dire mon style expressionniste, reprendre tous ces grands sujets de la Renaissance, qui sont la chrétienté, la mythologie, mais aussi reprendre des œuvres maîtresses de l'histoire de l'art, comme des œuvres modernes. Il y avait déjà, Van Gogh avait beaucoup repris sur Millet. Et donc oui, parce que c'est la culture paysanne, c'était quelque chose de nouveau à l'époque. Et Picasso a fait une reprise du Van Gogh qu'il reprenait lui-même. Picasso ça m'a beaucoup influencé quand j'étais enfant. Les tableaux qui m'avaient beaucoup impressionné, c'était les tableaux que Picasso avait repris de Velázquez, repris de Goya, repris de Delacroix, repris de Manet. Comment il avait réussi à transmettre quelque chose de nouveau à partir de l'inspiration de toutes ces toiles. Donc bon, ça c'est des grands modèles, des grands modèles. Mais donc reprendre un petit peu tout ça et voir comment on peut ramener encore ça au centre des choses. En essence, l'art, l'art n'a pas besoin d'être beau, hein, mais l'art c'est la recherche du beau. Mais des fois il y a du caractère, l'esprit, quel est l'esprit qu'on met dans l'art. C'est un petit peu il y a des peintres pop art que j'apprécie, mais qui sont pas des fois l'industrialisation, on perd l'âme, hein, ça devient mécanique, hein, donc on s'en lasse personnellement. Après ça, les goûts et les couleurs, il n'y a pas de bien ou de mal, tout le monde apprécie ce qu'il apprécie, mais il y a beaucoup de choses dans l'art qui à mon avis il y a une réévaluation aussi bien dans les systèmes des systèmes de la vie terrestre qui sont en train de se refaire. Je vois que dans les médias, j'ai déplacé mon atelier dans mon salon et donc j'écoute un peu la télé, BFM, Public Sénat. Il y a beaucoup de discours qui commencent à ressortir. Les gens commencent à vraiment se poser des questions qu'ils ne se posaient pas avant parce que en tant que citoyen européen, en tant que citoyen français, en tant que citoyen européen, on a l'obligation de s'interroger sur ces choses et de participer dans la Charte des droits de l'homme. D'ailleurs, on est invité à participer au débat. Tous les citoyens ont les mêmes droits dans la République. Et donc, moi, je fais que proposer des idées ici, hein, c'est mes idées. Après ça, bon, on verra si c'est ceux qui seront adaptés. Par rapport à l'Europe, par exemple, l'Europe, à mon avis, devrait dû être consultative avant de se vouloir exécutive, hein, protéger l'environnement, faire des lois communes qui permettent quand même de respecter l'environnement et la santé publique et les règles de fonctionnement quand on voit des débordements corporatistes. Mais le fait qu'elle veuille imposer ses lois sur les pays, on perd la souveraineté. Alors je suis pas vraiment souverainiste dans le sens, mais je suis obligé quand même de m'aligner sur certaines de leurs idées, hein. Je me vois pas aller pour le Front National, aller voter pour le Front National, c'est pas ma culture. Je suis plutôt républicain, mais disons que un pays ne peut pas se laisser contrôler par des forces extérieures. Il doit contrôler son argent, contrôler son immigration, contrôler son développement économique, son plan industriel, sa politique sociale, sa politique de croissance. Donc on ne peut pas imposer des lois parce que tous les gouvernements européens n'ont pas les mêmes systèmes de fonctionnement. Au Luxembourg, il y a une qualité de vie qui est supérieure. Un SMIC, par exemple, on parle du SMIC, qui est bien supérieur à ça, peut-être l'Estonie. Bon, donc chaque pays doit pouvoir s'adapter, mais éventuellement. Donc si l'Europe était consultative, elle favoriserait ces échanges, et le jour où on arrive à un niveau où on peut devenir beaucoup plus universel ou européen, on s'aligne, on devient beaucoup plus intégré dans nos systèmes de fiscalité et toutes ces choses-là. Donc on peut s'intégrer, mais au départ, c'est chaque pays qui doit arriver à s'autodéterminer. Il faut d'abord faire le ménage chez soi. Une fois qu'on a un pays qui fonctionne, c'est-à-dire que tous les citoyens se sentent heureux d'être des citoyens de leur pays, parce que la qualité de vie du citoyen, il n'y a pas quelque chose de plus important. C'est pas la gloire de la nation avec les drapeaux et les machins et les fanfares et tout ça. C'est pas ça qui fait la qualité d'un pays, c'est la qualité de vie. Comme au Bhoutan, ils ont le bonheur intérieur brut, et on va commencer à y revenir. Le bonheur intérieur brut, c'est-à-dire que comment les gens se sentent en relation dans leur culture. Est-ce qu'ils se sentent heureux? Donc
Donc voilà, hein, je voulais juste présenter quelques idées. Hein, c'est des idées par rapport aussi aux politiques commerciales. Hein, toutes ces choses-là doivent être chaque pays. Il doit y avoir besoin de pouvoir l'État doit pouvoir mettre des vétos pour pas se laisser envahir par des forces étrangères qui viennent pour pirater les systèmes de l'intérieur. On n'est pas de cette mondialisation. Il faut que ça se passe, mais il faut que ça soit intelligemment fait. Il faut pas tout en respectant le droit des autres nations. Ouais, j'entendais aussi quelqu'un parler à la télé, je crois que c'était un communiste qui disait une entreprise, ça doit être démocratique, mais ça peut pas être démocratique, une entreprise. Enfin, je respecte il a peut-être pas lu La ferme aux animaux de George Orwell, mais le communisme, ça fonctionne pas. Hein. De toute manière, je respecte toutes les croyances, mais disons qu'on peut pas demander, on peut pas donner les mêmes droits à quelqu'un qui ne travaille pas, à quelqu'un qui travaille 70 heures par mois. Il y a une qualification par rapport aux choses, et puis après, il y a une question de méritocratie aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est qualifié peut faire une fonction supérieure à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Chez Platon, ils nous expliquent si on veut être démocratique, parce que le communisme, c'est un idéal hein, quand même, que tout le monde puisse avoir tout. En réalité, dans le communisme, c'est tout le monde n'a rien, il n'y a que le leader qui a tout. Mais l'idéal, ce serait que tout le monde ait tout, donc c'est un grand idéal. Picasso, Fernand Léger était communiste, mais Picasso était quand même milliardaire à la fin de sa vie, donc son communisme, il était quand même assez businessman quand même. Hein. Mais donc c'est à ce niveau-là chez Platon, par exemple, on nous explique si vous voulez être démocrate et que vous avez besoin de faire une opération, un médecin vous choisir pour une opération cardiaque, vous êtes démocrate, vous allez prendre quelqu'un dans la foule au hasard. Qui c'est qui veut opérer sur moi? Ah là 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 là, on vote et puis hop, c'est moi qui opère. Même s'il n'est pas qualifié, puisque c'est démocratique, c'est la personne qui a gagné le vote qui va opérer. Alors que si on est républicain, on va choisir parmi les médecins qualifiés celui qu'on préfère. Donc il y a quand même une nécessité de république dans le méritocratie, dans le système de fonctionnement. Il y a une sorte de qualification. Pour ça, ça passe par l'éducation. Tout le monde doit pouvoir bénéficier d'une éducation optimale pour pouvoir voir où on se sent confortable et trouver des moyens de servir la société qui nous apportent de la joie et du bonheur, qui ne soient pas des systèmes de survie et sortir de la survie, parce qu'on est beaucoup trop de systèmes de survie. En France, on n'est pas les plus mal lotis non plus. Mais voilà, donc je voulais juste exprimer mes idées en tant que je parlais, il y a beaucoup de ces grands débats, donc voilà, je voulais exprimer quelques idées. Bien sûr aussi, je voudrais créer moi si j'avais ce pouvoir, hein, je veux dire, l'idée du revenu universel, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, qui est au moins un minimum, que tous les Français, je dis pas tous les gens qui arrivent en France, hein, parce que bon, on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens de donner un revenu universel à 8 milliards de personnes sur Terre. Mais déjà s'occuper des Français, de tous les gens qui sont Français, de leur donner le minimum, un minimum qui leur permette de se loger, de se nourrir, de s'habiller, de pouvoir s'éduquer de la manière. Après, ils peuvent trouver un travail qui leur augmente leurs ressources, mais au moins que tout le monde ait tout. Enfin, tout le monde ait le minimum. Hein. Puis, le minimum pour ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment étudié, qui est déjà en procédé d'études. Voilà, j'espère que ces idées auront résonné avec vous. Je voulais juste les aborder brièvement. Puis je vais finir avec une chanson. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je sais pas. Je vais chanter celle-là, voilà. Une chanson idéalistique, une chanson d'idéal. Une chanson de Jacques Brel. Ça s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, le jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins
de manteau de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Ouais, très belle chanson, hein, c'est un peu idéalistique, hein, parce qu'on a besoin d'amour, mais on a besoin aussi de confort, de sécurité, on a besoin de vivre en société. Mais enfin bon, l'amour est quand même essentiel. Quand on aime, on arrive à trouver des moyens d'inclure, on arrive à trouver des moyens de se soutenir les uns les autres, et on va pouvoir commencer, on devrait vraiment évoluer vers quelque chose de nouveau, hein, donc préparons-nous et soyons prêts. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, Salat.